Le Niger définit ses priorités stratégiques face aux défis sécuritaires et à la recomposition politique régionale. Le pays veut consolider son positionnement sahélien, notamment via l'Alliance des États du Sahel et l'évolution de ses relations avec la CEDEAO, en affirmant sa souveraineté. Nous recevons le ministre des Affaires étrangères, Bakary Yahou Sangaré, pour analyser les perspectives diplomatiques et stratégiques. Monsieur le ministre, soyez le bienvenu sur Africa 24. Monsieur le ministre, à l'issue des travaux sur la stratégie du Togo pour le Sahel 2026-2028 tenus à Lomé, quel regard portez-vous sur cette initiative et sur sa valeur ajoutée dans le paysage diplomatique régional actuel? Merci pour l'occasion que vous me donnez, Africa 24, de parler de cette initiative de Lomé, cette réunion de Lomé, et surtout l'occasion que vous nous donnez de pouvoir porter le message de l'AES, le message de nos dirigeants, le message de nos peuples, le message de notre confédération pour une meilleure compréhension, pour battre en brèche le narratif négatif que les ennemis, on va les appeler comme ça, n'arrêtent pas de diffuser sur notre confédération. Maintenant, pour revenir à votre question, le forum du Togo, Forum Togo pour le Sahel, moi je l'appellerai Forum Togo Sahel. Le Togo n'offre pas au Sahel, il le fait avec le Sahel, c'est participatif. Nous le faisons ensemble, c'est le Togo qui a l'initiative et nous sommes très heureux. Vous savez, le Togo c'est un pays ami, un pays avec lequel nos pays de l'AES ont une longue tradition de coopération, de fraternité et d'amitié. Et après les événements du 26, c'était l'un des rares pays à se positionner du côté de l'AES pour refuser, en tout cas pour ne pas adhérer aux ambitions guerrières de la CEDEAO. Et même économique, hein, le blocus que la CEDEAO avait décidé d'imposer à notre pays, le Togo avait dit non, moi je ne suis pas dedans. Donc maintenant, cette initiative qui est articulée autour de 5 axes. Le premier axe, c'est le dialogue politique. Il est nécessaire. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas combattre le terrorisme si les autorités au plus haut niveau ne communiquent pas. Il faut qu'elles échangent. Il faut qu'elles échangent pour restaurer la confiance. Parce que l'élément essentiel aujourd'hui qui nous freine, c'est l'absence de la confiance. Au niveau politique, au niveau des peuples, peut-être le problème ne se pose pas. Parce que nous savons que l'essentiel de la population africaine adhère à ce que l'AES est en train de faire. Mais au niveau politique, il y a encore des réticences au niveau de certains dirigeants. Donc il faut que les gens se reparlent, il faut que les dirigeants politiques se reparlent, il faut que les personnalités se reparlent pour recréer la confiance. Maintenant, la valeur ajoutée de ce que Lomé a fait, c'est clair. C'est la première fois que l'ensemble des pays de l'AES, le Burkina, le Mali, le Niger, que nous nous retrouvons ensemble face aux envoyés spéciaux. Il y en a 15. La dernière fois qu'on les a rencontrés, c'était à Bamako. Ils voulaient qu'on fasse une rencontre avec l'ensemble des envoyés. À Bamako, ce sont des représentants, des délégués, on va dire, qui nous ont envoyés. Ils ont sollicité une rencontre. On a dit qu'il faut qu'elle se fasse sur le continent, dans une de nos capitales, ou Ouaga, ou Bamako, ou Niamey, mais il est hors de question que nous nous déplaçons en Europe parce qu'il faut que ça change. Nous n'allons pas tout le temps nous déplacer, parce que c'est eux qui veulent comprendre ce qui se passe chez nous. En tout cas, d'après ce qu'on a compris. Celui qui veut comprendre, celui qui veut comprendre, c'est à lui de se déplacer pour venir nous trouver. Nous, on va lui expliquer. Donc c'est sur ça qu'on s'est séparés.
Il y a eu des tentatives de nous amener vers d'autres capitales. On n'était pas là. Et le fait qu'on se soit déplacé pour venir à Lomé montre à suffisance que la confiance que nous avons à ce pays-là. Donc c'est clair, c'est un succès indéniable pour le Togo. Le fait d'avoir mis en face à face, ou ensemble on va dire 15 envoyés spéciaux, sans compter maintenant les organisations internationales et les pays de l'AES. Nous avons constaté que la France, elle a échoué parce qu'elle a tenté de dérépénaliser le conflit, entraîner ses autres voisins européens dans sa position à déstabiliser le Sahel. Mais d'après ce qu'on a compris hier, ils ne l'ont pas suivi. Et nous, ça nous réjouit, ça nous reconforte et ça nous a donné plus de motivation pour pouvoir aller de l'avant. Maintenant, le tout, ce n'est pas de se réunir et d'échanger. Il y a une valeur ajoutée claire qui est là, mais il faut qu'il y ait un suivi. Il faut que ce qu'on a décidé, la déclaration qui est issue de cette rencontre, soit effectivement mise en route, si possible avec une feuille de route qui dira qu'est-ce qu'il faut faire et à quel moment il faut le faire. La nomination de Lansana Kouyaté comme négociateur en chef de la CEDEAO pour des pourparlers avec les pays du Sahel s'inscrit dans une dynamique de relance des échanges entre les différentes parties. Comment le Niger accueille-t-il cette initiative et quelles sont, selon vous, les conditions nécessaires pour une évolution constructive de ces relations? La prestation, elle est favorable, elle est positive. Nous sommes partis de la CEDEAO. Le problème qui s'est posé après nos sorties de la CEDEAO, c'est que les gens tentaient de nous ramener, nous infantilisaient en fait. Certains pays pensaient qu'on ne savait pas ce qu'on faisait, c'était sur un coup de tête et qu'il fallait juste lever l'embargo sur le Niger, le Mali, le Burkina pour qu'on revienne. On n'est pas sorti à cause de l'embargo seulement. On est sorti aussi à cause de l'embargo, mais pas seulement. Donc, comme on l'a dit, la CEDEAO n'est plus sur la trajectoire de ses pères fondateurs. Nous pensons qu'elle ne répond pas à nos aspirations. Et c'est légitime. Nous avons quand même le droit d'apprécier. Ceux qui veulent rester dedans, ils restent. Nous n'avons pas d'a priori on n'a pas à juger leur choix. De la même manière, ils doivent nous reconnaître la possibilité d'avoir la souveraineté sur nos choix, de dire ce que nous voulons. Nous restons tous dans l'Afrique de l'Ouest. L'AES restera, la CEDEAO restera. On formera un nouveau groupe, un nouveau bloc Afrique de l'Ouest. Et c'est dans l'intérêt des deux organisations. De la même manière que nous avons besoin des autres pays de la CEDEAO, du point de vue voisinage que du point de vue coopération internationale, dans les instances internationales, c'est de cette manière qu'ils ont besoin de nous. Donc c'est une complémentarité. Et à partir du moment où maintenant ils ont digéré, ils ont accepté notre choix de nous constituer en bloc et qu'ils nous reconnaissent cette capacité, le problème ne se pose plus. Nous, on leur a jamais dit de sortir pour venir avec nous et nous considérons qu'ils n'ont pas l'autorité pour nous demander de sortir de l'AES et revenir de la CEDEAO. Donc, la nomination d'un négociateur en chef est une très bonne chose. Et je ne pense pas qu'on ait beaucoup. Il a un mandat de 3 mois renouvelable. Si la CEDEAO lui a donné 3 mois, je pense que c'est de très bonnes dispositions. C'est parce que la CEDEAO pense que les négociations ne seront pas difficiles. Nous le pensons aussi. Ce n'est pas un divorce, ce n'est pas une répudiation, c'est une séparation à l'amiable. Il y a un acquis qui est là parce qu'avec la CEDEAO, nous avons construit quelque chose. Pendant près de 50 ans ou plus de 50 ans, nous avons construit. Il y a des acquis, il y a un patrimoine. Donc il faut s'asseoir pour voir comment faire avec ce patrimoine. C'est comme un couple. Le couple se sépare et après il y a la garde des enfants, il y a le partage des biens, il y a le compte bancaire. Donc c'est à ça qu'on va s'atteler. Je ne pense pas que ça puisse poser des problèmes. Nous, en tout cas, de notre côté, on ne le voit pas. Et on a une belle perception du mandat donné au négociateur en chef. Parce que quand on parle de 3 mois, ça veut dire que
a priori, on n'entrevoit pas que ça soit difficile. L'Alliance des États du Sahel a créé une banque d'investissement et discute d'une intégration économique et financière approfondie, y compris une possible monnaie commune. Quelle est la position et les priorités du Niger pour réaliser ces avancées? Vous savez, au sein de l'AES, nous avons 3D. L'AES, elle est bâtie sur 3D. Le premier D, c'est la défense et sécurité. Le deuxième, c'est la diplomatie. Et le troisième, c'est le développement. Donc, au sein de ces 3D-là, nous avons des réalisations. Au niveau de la défense, nous avons des acquis. Au niveau de la diplomatie, nous avons des acquis. Donc, c'est ainsi que la banque d'investissement de l'AES apparaît comme un acquis pour le D de développement. Et cette banque, elle sera dédiée, elle a un capital propre. Nous ne demandons pas à quelqu'un de venir pour être actionnaire dans notre banque. S'il veut, s'il y a des partis qui veulent prendre des actions, être actionnaires dans cette banque, elles sont les bienvenues. Mais nous ne comptons pas sur les autres pour la faire fonctionner. Donc, ceux qui viendront, ça sera un bonus, on va dire. Cette banque-là, elle sera dédiée au financement des projets transfrontaliers, des projets même nationaux, mais parce qu'elle vise juste à développer nos pays. On avait l'ALG, l'autorité de Lutako-Gourma, qui a été transformée en agence d'exécution. Et cette autorité-là sera maintenant l'organe d'exécution des projets qui seront décidés d'un commun accord entre les trois pays. La banque va financer l'agence de l'autorité de Lutako-Gourma va les mettre en œuvre. Donc, et tout ça, c'est dans un souci de souveraineté. Parce que nous nous sommes dit, s'il faut qu'on ait des projets et qu'on aille vers les autres pour chercher le financement, peut-être qu'on ne le trouvera jamais. Nous, ce que nous cherchons, c'est l'effet réel. Et je vais vous dire ce qu'on a fait pour améliorer le niveau, ce qu'on a fait pour améliorer le confort du bien-être des Nigériens, si vous voulez le savoir. Parlons de démocratie d'abord. Parce que pour les Occidentaux, la démocratie, ça s'arrête aux élections. Mais il n'y a pas que les élections. Les élections, c'est un aspect de la démocratie. Et la preuve, c'est que ces élections-là, depuis quand il y a eu de vraies élections en Afrique? On sait tous comment ça se passe, je ne vais pas perdre du temps là-dessus. Mais il y a des institutions qui sont nécessaires, il y a des textes qui sont nécessaires, et nous sommes en train de les mettre en place. Nous avons mis en place notre charte de la refondation, qui assoit de façon définitive notre souveraineté sur nos ressources, sur tout, qui dit comment est-ce que les gouvernants doivent agir pour asseoir la souveraineté sur nos ressources, ceci, cela. Il y a eu le Conseil consultatif de la refondation, qui est un organe consultatif, qui est à peu près l'Assemblée nationale, mais pas exactement. Et on a une Cour d'État, on a une Cour des comptes. Et tout ça, c'est ça que nous jugeons nécessaire dans la démocratie. Parce que pour nous, c'est ça aussi. C'est de la démocratie parce que c'est des repères ou des assises, des assises où les gens peuvent exprimer leurs opinions que nous avons mises en place. Maintenant, du point de vue économique, je vais vous dire, dans toute la région ouest africaine, tous ces pays qui sont là en train de nous critiquer, il n'y a pas quelqu'un qui vend l'essence aussi moins cher que le Niger. Même des pays qui font peut-être 20, 30 ou même 100 fois la production du Niger ne vendent pas l'essence au même prix que nous. Nous avons l'essence le moins cher à la pompe au Niger. Et vous savez, vous connaissez je n'ai pas besoin de faire un croquis, les conséquences du transport sur le prix des biens. Aujourd'hui, si les prix des biens sont stabilisés en Afrique, au Niger, malgré les difficultés qui nous sont imposées, c'est aussi parce que le carburant coûte moins cher. Le prix du carburant à la pompe a été arrivé à la... Quand je vais vous dire combien ça fait, tout ça là, c'est à combien l'État a renoncé, vous serez surpris. Si on renonce, c'est pour le bien de la population, c'est pour que la population profite. Et là, c'est unanime. Ça veut dire que c'est uniforme.
Ce n'est pas une classe qu'on a favorisée par rapport à une classe, parce que le transport, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas impacté par le transport. Si vous n'avez pas de voiture, vous mangez à la maison. Le riz que vous mangez là, on le transporte, ainsi de suite. Et nous avons revu le prix du ciment. Le ciment, aujourd'hui, la tonne est à 60 000. Il n'y a pas beaucoup de pays d'Afrique où vous avez la tonne à ce prix-là. Et là aussi, l'État a renoncé à quelque chose. Et malgré les besoins financiers qui sont là. Si on était, depuis qu'on est là, il n'y a aucune taxe. Hein. On n'a augmenté aucune taxe. Avec les autres régimes, chaque année, c'est de nouvelles taxes. Nous, on n'a fait aucune nouvelle taxe. Par contre, on a renoncé. Après le ciment, il y a les actes médicaux. Aujourd'hui, elles sont réduites. Avant, c'était la santé jusqu'à 5 ans qui était gratuite. Nous, on a gardé ça et on a rabaissé de 50% tous les actes médicaux. Aujourd'hui, vous partez en consultation, c'est la moitié. Avant, il y avait quelques privilégiés, c'était les fonctionnaires qui payaient, je crois, un pourcentage, c'est plus si c'est 20%. Aujourd'hui, on a étendu ça à l'ensemble de la population. Pour nous, c'est une sorte d'assurance pour l'ensemble du peuple. Assurance médicale, je vais dire. Le Niger a instauré fin décembre 2025 une mobilisation générale pour la défense du pays, prévoyant notamment la réquisition de personnes et de biens face aux menaces sécuritaires. Comment cette mesure est-elle mise en œuvre concrètement et quel impact attendez-vous sur le terrain? S'agissant de la mobilisation générale, c'est comme un état d'urgence. C'est pour vous dire que nous, on prend au sérieux cette menace. Nous savons que nous sommes en guerre. Et le fait de décréter l'état d'urgence, si le président l'a fait, c'est un autre plafond qu'on vient de crever dans la guerre dans laquelle nous sommes engagés. Parce qu'on a compris qu'il fallait ça, il fallait que ça soit une mobilisation générale. La mobilisation générale veut dire quoi? Il faut que tous les Nigériens participent. L'affaire, c'est la guerre. C'est pas. Il y a un dicton qui dit, je crois, que la guerre est une affaire sérieuse, qu'on ne peut pas être laissé seulement aux militaires. Et c'est vrai, c'est tout le monde. On a créé un fonds de solidarité pour... D'abord, il y a les jeunes qui se bousculent pour aller dans l'armée. Et c'est admiratif. Quand vous voyez les jeunes, comment est-ce qu'ils se bousculent pour aller se faire recruter, alors qu'ils savent qu'ils se font recruter, vous ne pouvez pas faire mieux que ça. Parce que ce qu'on a de plus cher dans la vie, c'est le souffle, c'est le sacrifice ultime qu'ils sont en train de faire. Ceux qui n'ont pas, ceux qui ont dépassé, ceux qui sont en réserve, on est en train de les recenser, de les rappeler pour les remettre en condition. Vous avez vu, je crois, c'est hier ou avant-hier, j'ai vu le président, il est parti sur le champ de tir. Ce n'est pas seulement le président, c'est l'ensemble des membres du CNSP. Ils font des exercices de tir pour s'apprêter, pour être prêts à tout. Et maintenant, il y a le fonds de solidarité qui est là. Et on a vu le nombre de milliards qui ont été mobilisés à travers ce fonds-là. Ce fonds-là, il est là pour financer le besoin de nos militaires en armes, en munitions. Il est là pour financer des actions de développement. Il est là aussi pour prendre en charge les orphelins et les veuves des militaires qui ont donné leur vie pour la patrie. On ne va pas les oublier. On ne va pas les oublier. Donc, et de l'autre côté, c'est dire à la population, il faut vous attendre à tout. L'État ou l'armée peut réquisitionner. L'État ou l'armée peut faire des réquisitions, que ce soit des biens, des voitures, que ce soit tout. Vraiment, c'est un état d'esprit pour préparer la population à se mettre en tête que nous sommes en guerre. Et pour que l'autre partie aussi comprenne que nous ne prenons pas ceux qui font comme de l'amusement et qu'on est prêt au sacrifice ultime pour sauver ce pays-là. Au-delà des enjeux sécuritaires, quelles sont les priorités économiques et sociales que votre gouvernement entend accélérer pour améliorer les conditions de vie des populations? Nous avons 64 nouvelles unités industrielles depuis qu'on est là. Avant le 26, le secteur industriel nigérien était vierge. Il n'y avait aucune industrie au vrai sens du terme. Aujourd'hui, nous avons des industries agroalimentaires, nous avons des industries de métallurgie qui sont là. 64. Il y a eu plus de 7000 emplois pour les 64 nouvelles unités là. Nous avons
construit des aménagements hydro-agricoles, pour faire la grande irrigation, qui est en train de donner ses résultats. Aujourd'hui, le sac de riz, il est à un niveau où ça fait longtemps qu'il n'était pas à ce niveau. On l'a ramené. Aujourd'hui, le riz, vous avez moins cher qu'avant le 26 juillet 2023. Pourquoi? Parce que l'État a versé, l'État a produit. Nous avons incité les paysans au travail. Nous les avons ramenés au travail. On a essayé de mécaniser pour rendre l'agriculture, pour la rendre attractive. Nous sommes en train de mécaniser l'agriculture. Nous sommes en train de faire la promotion des cultures irriguées. Avant, dans le commun des Nigériens, le riz se faisait seulement au bord du fleuve. Aujourd'hui, nous avons vu que les meilleures productions de riz au Niger se font dans des zones désertiques où il n'y a pas de fleuve, n'importe où on peut. Et tout ça, ce sont des politiques, parce que nous, notre ambition, c'est quoi? C'est d'abord asseoir la souveraineté alimentaire. Et je pense qu'on est sur le bon chemin, parce que depuis l'année passée, ou 2 ans, il n'y a plus de période de soudure. Avant, il y avait une période au Niger qu'on appelait de période de soudure où la disponibilité alimentaire n'était pas là. Il fallait aider les paysans avec la vente à prix modéré, ceci, cela. Aujourd'hui, cette période-là, elle n'existe plus. Et le Niger a renoncé à l'aide alimentaire. Vous pouvez demander tous les partenaires, tous ceux qui aident alimentaire, on a dit qu'on ne veut pas. Parce que nous pensons que nous sommes autosuffisants. Vous ne pouvez pas être souverain si c'est quelqu'un qui vous nourrit. Hein. Même du point de vue, même à l'échelle familiale, quelle souveraineté si il faut aller tendre la main pour que vous trouviez à manger. Le but, c'est ça. Et nous sommes en train de mettre le paquet pour asseoir cette souveraineté. Et la preuve, c'est que les produits alimentaires sont là, ils sont disponibles sur le marché malgré toutes les difficultés. Ils sont accessibles à bon marché. Donc, il y a toutes ces politiques qui sont en train d'être mises en œuvre. Nous allons poursuivre l'industrialisation pour pouvoir... Et les résultats, c'est quoi? C'est là, on a une croissance de 7%. Bien que j'ai dit, pour nous, ça ne nous emballe pas, c'est pas ça le plus important pour nous. Le plus important pour nous, c'est le ressenti pour le Nigérien. Comment l'unité, le dialogue et la mobilisation citoyenne peuvent-ils être les piliers d'une sécurité et d'une stabilité pérenne dans la région sahélienne? Et quel message adressez-vous aux populations à cet égard? Moi, ce que je veux dire à nos populations, à nos gouvernants, à l'ensemble de l'AES, c'est restons unis. La force réside dans l'union. La force réside dans l'union. Et tant qu'on n'est pas unis, nous sommes vulnérables. Ça, c'est au niveau de la population. Au niveau des gouvernants, travaillons pour renforcer l'AES. C'est notre rempart, je vous assure. C'est notre rempart. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas l'AES, on nous aurait démobilisés. Parce que c'est une occasion à laquelle la France n'est pas habituée. Elle était habituée à avoir un seul coup d'État en Afrique. Et elle savait comment faire pour... Mais cette fois-ci, elle en a 3 sur le bras en même temps. Et aujourd'hui, s'il y a un truc, c'est un casse-tête pour la France qui tient coûte que coûte à revenir pour piller nos ressources, c'est l'AES. Donc, travaillons pour renforcer l'AES. C'est notre salut. De continuer à prier pour nos populations, pour nos dirigeants, pour nos pays, parce qu'on a besoin de ça, on a besoin de ces lois. Au niveau politique, moi je conseille aux pays d'arrêter. Les pays qui servent de base d'arrêt. Ça les amènera nulle part. Ça va se retourner contre eux. Nous avons besoin de cette unité. Nous avons besoin d'être en paix, en tranquillité avec l'ensemble des pays, nos voisins et au-delà. Donc, que les pays fassent un effort pour se parler. Les dirigeants politiques qui fassent un effort pour se parler, qu'ils fassent un effort pour restaurer la confiance. C'est ça qui va nous permettre de combattre le terrorisme. Voilà. Monsieur le ministre Bakary Yahou Sangaré, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Retrouvez toute l'actualité africaine sur l'application MyAfrica 24 et sur nos plateformes officielles.